Euh, je vais vous parler, en fait, j'ai quelques petites mises en garde. Premièrement, je suis un peu enrhumé, là, fait que ça se peut que ma voix soit un peu bizarre parfois. Et deuxièmement, je suis pas ni un spécialiste des modèles prévisionnels, ni un spécialiste des capteurs de sport, mais on m'a quand même demandé de faire cette présentation-là, compte tenu que j'étais, somme toute, un peu neutre et pas lié à aucun service qui sont offerts dans ces domaines-là. Par contre, c'est bien sûr des choses que j'aime bien suivre, là, justement, comme Guillaume le disait, là, dans le cadre de mon mandat de surveillance du territoire. Et j'ai quand même un coup de main de Sébastien Martinez du Ciel pour les modèles prévisionnels et Hervé Van der Eyden d'Agriculture Canada pour les capteurs de sport aussi, là, pour préparer cette présentation. Donc, deux petites caractéristiques du mildiou, là, William en a bien parlé, qui rendent intéressante l'utilisation de modèles prévisionnels et de capteurs de sport. Ben, premièrement, les symptômes apparaissent quand même quelques jours après l'infection. Puis, comme William l'a dit, ça peut être très, très rapide, mais des fois, ça peut prendre quelques jours aussi. Puis, il peut y avoir une période d'incubation là, qui peut s'étirer jusqu'à 5 jours. Euh, l'autre aspect, c'est que les sporanges peuvent voyager quand même, William disait, sur des distances quand même courtes, mais dépendant des conditions climatiques, là, ils peuvent voyager exceptionnellement sur des distances un peu plus longues. Et comme William le disait, par contre, il faut que ça soit dans un temps qui est somme toute assez court parce que les sporanges n'ont pas une durée de vie très, très longue là, sans une plante haute. Donc, pour ce qui est des modèles prévisionnels, euh, donc essentiellement, ils sont basés, dans le fond, ce qu'on veut faire avec un modèle prévisionnel, c'est une prédiction de développement d'un organisme. Là, c'est en fonction de différents paramètres. En général, c'est basé principalement sur des tempéramètres, des paramètres météorologiques. Donc, température, humidité relative et pluviométrie. J'ai mis irrigation ici aussi en parenthèse. Donc, il ne faut pas oublier ça quand on utilise des modèles prévisionnels, si on utilise l'irrigation, ce qui est de plus en plus le cas là, dans la pomme de terre. Donc, ça a une influence aussi. Là. Donc, si on n'intègre pas ces données-là au modèle, ben, on va avoir des données qui sont un peu erronées. Donc, le Carrefour industriel et expérimental de la Nodière, le Ciel, il a testé plusieurs modèles là, à la fin des années 2010. Et donc, il concluait que Milios semblait être le meilleur compromis entre la réduction du nombre de traitements et la protection des cultures. Et donc, comme c'est le modèle qui est principalement utilisé au Québec, je vais en parler un petit peu plus en profondeur. Donc, comme je le disais, il a été testé, mais il a été testé quand même sur 17 de la superficie totale en pommes de terre au Québec. Là. C'était quand même des bons essais dans cette région. Ce n'était pas des années où il y avait beaucoup de mildiou, heureusement pour la production, mais quand même, ils ont pu tester le modèle à ce moment-là. Ce qui est intéressant avec ça, avec Milios aussi, c'est qu'il y a une station météo qui est sur l'entreprise, donc il y a vraiment une information et un service qui est personnalisé. Euh, un des aspects que je trouvais intéressant aussi, c'est au niveau du lessivage et rémanence des produits qui sont appliqués, là. Donc, il y a de l'information là-dessus aussi qui permet d'avoir une meilleure gestion puis de savoir un peu mieux quand traiter puis quand la production est protégée ou pas. Tient compte également de la physiologie de la plante. Et comme je le disais un peu pour l'irrigation, par contre, pour que le système fonctionne bien, il faut être très, très rigoureux dans l'entrée de données, là. Donc, si on oublie de rentrer des données, donc on va avoir de l'information qui va nous être transmise qui va être erronée et donc qui peut nuire à notre prise de décision. Je vais vous donner un exemple un peu de ce à quoi ça peut ressembler. Donc, essentiellement, il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur ce graphique-là. On va essayer d'y aller pour que ça soit clair pour tout le monde. Les colonnes en vert, donc, c'est le poids de contamination. Essentiellement, c'est le risque là, qui a des infections de mildiou. Les colonnes en jaune, c'est la pluviométrie, donc ce qui tombe au sol comme pluie. La petite ligne pointillée ici, c'est un seuil. Donc, normalement, c'est quand on est au-dessus de ce seuil-là, il y a un danger. Ce seuil-là peut être ajusté en fonction de la résistance, en fait, de la tolérance du cultivar là, au mildiou aussi. Ce qu'on voit en bleu à l'arrière, c'est le temps que la parcelle est protégée par le traitement selon ce qui est estimé par le modèle. Et les X qu'on voit en haut, c'est différents traitements qui ont été faits. Là, on peut voir les traitements qui sont dans le bas. Puis le petit triangle ici, ben, je vais revenir là, mais c'est une infection de mildiou qui a été observée.
Donc, ce qu'on voit, c'est que sur la ligne du bas, c'est les dates. Donc, on voit qu'il y avait des risques quand même assez tôt en saison. Le producteur a décidé de ne pas traiter parce qu'historiquement, il y avait pas une sorte d'infection qui se faisait à ce moment-là. Après ça, commencer ces traitements, on a vu qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluviométrie, probablement ce qui explique que la culture n'a pas été protégée à ce moment-ci, autour du 17 juillet. Là. Donc, probablement que le terrain était trop mouillé pour venir faire une pulvérisation. Par la suite, une autre pulvérisation qui a été faite, et puis une troisième. Puis on voit qu'il y a eu un petit trou ici là, où la culture n'était pas protégée. Et quelques jours après, ben, il y a eu une infection qui a été observée. Donc, comme je vous disais, ça prend un certain temps avant que les symptômes soient apparents aussi. Donc, on peut soupçonner que c'était durant ce petit trou où la culture n'était pas protégée, où il y a eu une infection qui s'est faite. Donc, voici pour le modèle. J'espère que c'était clair. Donc, pour ce qui est des modèles prévisionnels, il y a quand même des limitations, là. C'est sûr que les algorithmes et tout ça qui sont à la base de ces modèles-là sont basés sur notre connaissance qui est malheureusement toujours un peu imparfaite d'un organisme. On ne peut pas tout mesurer précisément non plus, donc il y a un nombre limité de facteurs qu'on peut mesurer, puis aussi l'emplacement de la station météo, donc surtout si la topographie est changeante aussi, il peut avoir une influence sur des données qui ne seraient pas nécessairement représentatives de toutes les superficies là, qui seraient normalement couvertes. Puis un autre point, mais c'est que ça ne tient généralement pas compte d'inoculum présent non plus, là. Donc, on estime qu'en ces conditions-là, l'organisme se propage, mais si l'organisme n'est pas là, on peut quand même avoir une surestimation du risque, là. Donc, d'où l'intérêt de jumeler l'utilisation des modèles avec les capteurs de sport. Donc, comment ça fonctionne? Il y a plusieurs types de capteurs, il y en a énormément. Ça peut être aussi simple que des petites lames de microscope comme ça qu'on laisse dehors avec une petite substance qui permet de coller ce qui voyage avec l'air, à des systèmes un petit peu plus complexes, là, donc avec des capteurs qu'on dit actifs, là, donc c'est ça, avec un petit peu plus d'ingénierie dessus. Les capteurs passifs, essentiellement, c'est un peu comme on voit ici, le capteur ici rouge dans le bas, le D, ou même les lames. Essentiellement, c'est qu'il y a de l'air qui va passer. On va capter ce qui passe dedans en fonction des vents, tout ça aussi. Euh, Puis ça va être fait en continu. Alors que les capteurs actifs, donc il y a un système qui va faire en sorte qu'on va pouvoir capter un volume d'air plus grand. Donc, et on a un contrôle aussi sur le volume d'air qui est capté. Donc, on peut avoir une donnée qui est vraiment plus quantitative. Donc, on sait, par exemple, combien de spores par mètre cube d'air est présente, alors que pour les capteurs passifs, ben, on sait que dans une semaine, on a capté comme ça. C'est quoi le volume d'air qui est passé? Ben, on ne le sait pas vraiment. Il y a quelques facteurs à considérer dans le choix des capteurs, là, entre autres, bon, j'en parlais, le volume d'air traité. C'est sûr que plus on traite de volume d'air, plus on a quelque chose qui est représentatif de l'ensemble de l'air qui se promène au-dessus du champ. La fréquence d'échantillonnage aussi, là, donc il y en a qui sont en continu, il y en a qui permettent d'avoir une fréquence et une durée d'échantillonnage plus longue que d'autres aussi. Et bien sûr, le coût, là, donc une lame de microscope comme ça avec une substance collante, c'est pas très cher, alors que certains capteurs là, qui peuvent aller jusqu'à 5 000 $. Là. Donc, il y a une différence de coût aussi en fonction de ce qu'on veut avoir et ce qu'on a comme, euh, comme capteur. D'autres aspects à considérer aussi, l'emplacement. Souvent, on essaie de les orienter selon les vents dominants, surtout pour mesurer ce qui provient de l'extérieur. On peut aussi l'ajouter selon le patron de distribution au champ de la maladie. Surtout, ça, c'est surtout pour voir la pression de la maladie au sein de la parcelle, comment ça se répand. Puis là, on a dans le bas un petit graphique là, donc, qui montre un peu les points noirs. Ça serait des zones d'infection. Fait que c'est sûr que si on met un capteur de sport qui va être loin des zones d'infection, mais on ne captera pas nécessairement beaucoup de choses. Alors que si on le met directement dedans, on va en capter beaucoup, mais c'est peut-être pas représentatif de toute la parcelle, là. Donc, d'autres facteurs aussi, ben, la topographie, la présence d'obstacles aussi, là. Donc, si on met des capteurs
proche de certaines, par exemple, des brise-vents, des choses comme ça. Et ce qu'on veut capter, c'est ce qui vient de l'extérieur, mais pas qu'il y ait une partie des sports qui vont voyager par-dessus, donc on les captera pas. La hauteur aussi est importante. Dans le fond, c'est en fonction du patron de dispersion de l'organisme et de la canopée aussi. Essentiellement, plus on est près de la canopée, plus on mesure vraiment l'inoculum qui est présent dans le champ, donc les spores qui vont être émis par les infections qui sont présentes dans le champ. Alors que si on est un petit peu plus haut, ben, on va avoir un inoculum un petit peu plus uniforme, mais prendre une concentration de spores un peu plus faible. Euh, Au niveau du mildiou, idéalement, ben, ça serait d'avoir deux hauteurs, là. Donc, une au-dessus de la canopée pour mesurer vraiment ce qui se passe dans le champ, les éjections dans le champ, et une un peu plus haute là, pour mesurer ce qui proviendrait de l'extérieur. La période d'échantillonnage est très, très important aussi. Là, au niveau du mildiou spécifiquement, les sporanges sont surtout présents le jour. Là, on a un graphique ici. Donc, tout ce qui est les bandes grises, là, c'est vraiment le nombre de sporanges qui sont présentes par mètre cube d'air. Et on voit que, par exemple, vers 5-6 heures du matin, il y a à peu près rien, alors que ça augmente dans la journée. Donc, si on vient échantillonner à ce moment-ci, ben, on risque de passer à côté. Et si on vient échantillonner seulement ici aussi, ben, on risque de peut-être avoir une sous-représentation de ce qui est vraiment la réalité. Euh, Idéalement, ben, il faut adapter la fréquence de captation, là, donc la fractionner un peu dans le temps pour avoir quelque chose de plus représentatif. Et donc, ça, c'est la sporulation au sein d'une parcelle aussi, mais comme on le disait, il y a des spores qui peuvent voyager d'une parcelle à l'autre aussi. Euh, et ça, vont migrer avec des mouvements avec les vents, tout ça aussi. Donc, là, c'est sûr que la captation devrait se faire à intervalles plus réguliers, même à des périodes où il y a normalement peu de sporulation au champ. Donc, puisque les spores ont pu être transportés d'un champ ailleurs, donc avec les vents, donc ça il peut y avoir un délai là, avant qu'il va arriver au champ. Autre facteur à considérer, ben, c'est l'identification. On capte des spores, mais comment on les identifie après? Puis là, c'est le petit quiz de la journée. Donc, j'ai trois images, c'est trois images microscopiques qu'on a prises au laboratoire. Donc, sont déjà très belles comparativement à quand on regarde un capteur, là. Donc, dans un capteur de sport, il y a de la poussière, il y a plein d'autres choses aussi là, du sol, du sable qui sont présents aussi. Donc, on les images, quand on regarde, c'est un petit peu moins clair que tout ça. Donc, ce que je veux mettre en relief avec ce petit quiz-là, c'est que c'est pas nécessairement évident de savoir qui est quoi. C'était trois photos de mildiou, Phytophthora invesitans et l'image qui est en bas à gauche. Et les deux autres, c'était des mildious, le mildiou de la cameline, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement, et le mildiou du houblon aussi. Donc, quand on voit une sporange, c'est pas nécessairement facile de s'assurer que c'était bel et bien du mildiou de la pomme de terre qui était présent. Donc, pour pallier à ça, ce qui fonctionne mieux, c'est une identification moléculaire. Donc, ça permet d'identifier précisément l'espèce présente. Puis c'est plus sensible aussi et reproductible. Donc, par exemple, je regarde des lames de captation pour identifier visuellement la présence de mildiou, ben, entre mes décomptes personnels et si c'est une autre personne qui fait le décompte aussi, on risque d'avoir des résultats qui soient quand même assez différents. Alors que quand on est en biologie moléculaire, ben, c'est beaucoup plus uniforme et reproductible. Donc, on a une donnée qui est plus fiable. Puis c'est une possibilité d'être quantitatif aussi, là, c'est intéressant pour les seuils. C'est un peu moins important pour le midi ou la pomme de terre. Les seuils, là, souvent, la présence-absence va plutôt déclencher les réactions. Là. Donc, il n'y a pas nécessairement de seuil comparativement à d'autres maladies où la quantité de sport et la tolérance à la maladie est différente aussi. Donc, quelle est la valeur de cette information-là? Ben, c'est intéressant d'avoir des capteurs de sport pour mesurer l'arrivée ou la présence de sporanges. Donc, puis aussi pour mesurer l'intensité de cette présence-là aussi quand on est dans des modèles avec quantitatif. L'interprétation, ben, il faut faire des liens avec les conditions propices à l'infection. Si on a des spores, mais il n'y a pas de conditions propices à l'infection, ben, on peut quand même prendre un petit café avant puis évaluer la situation pour voir comment on va traiter. Donc, le lien avec les modèles météorologiques, d'ailleurs, est intéressant à faire.
J'en parlais un petit peu au niveau des seuils, là. Certaines maladies, il y a des seuils qui sont établis, mais ils peuvent être variables aussi et ajustés en fonction de certains paramètres. Et donc, c'est un peu moins important dans le cas du milieu de la pomme de terre où juste la présence de l'organisme est suffisante souvent pour déclencher des traitements. Euh, je glisse un mot sur les réseaux. Les capteurs de sport, c'est vraiment intéressant quand ça fonctionne en réseau. C'est très difficile de capter un volume d'air qui est extrêmement représentatif euh, de la situation régionale si on a juste un capteur dans un champ aussi, là. Donc l'exemple que je vais voler à un collègue, c'est essentiellement si toute l'information est partagée dans un réseau, puis il y a 10 producteurs dans une région, puis il y en a 9 sur 10 qui voient du mildiou, mais si tu es le producteur qui a pas de mildiou dans son capteur de sport, ben là, peut-être que tu vas prendre une décision différente que si tu n'étais pas en réseau, puis la seule information que tu avais, c'est qu'il n'y avait pas de mildiou. Donc, c'est intéressant d'avoir des données comme ça en réseau. Ça permet d'orienter un petit peu les décisions un peu mieux. Euh, et l'expérience aussi, donc l'interprétation, c'est pas nécessairement toujours facile à faire aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand on a capté des sports ou pas? L'interprétation peut varier selon le site, selon les outils disponibles. Là, je parlais des différents capteurs aussi, selon le réseau, etc. Il y a quand même des limitations aux capteurs de sport aussi. Donc, la qualité de l'information va vraiment varier selon la représentativité, ce qui a été capté. Donc, le nombre de capteurs qui sont utilisés, leur emplacement, hauteur, le volume d'air capté, puis la fréquence et période de captation. Je pense que je le répète, là, mais c'est vraiment important que tous ces facteurs-là soient pris en considération. Il y a aussi un délai de réponse. C'est pas une réponse qui est immédiate, donc en fonction de la fréquence du dépistage et la proximité d'un laboratoire. Là, ce qui est souvent fait, c'est une visite ou deux par semaine. Après ça, il y a un envoi qui est fait à un laboratoire pour déterminer ce qui a été capté. Et ça prend du personnel qui est dédié pour récupérer et envoyer ce qui est capté aussi, là, ce qui est quand même un enjeu qui a été soulevé pour certains réseaux de capteurs de sport. En conclusion, ben, je vais revenir à la phytopathologie 101. Essentiellement, il y a ce qu'on appelle le triangle des conditions de développement des maladies des plantes. Essentiellement, ça prend des conditions environnementales qui soient propices. Ça prend un agent pathogène qui soit présent, puis qui est son hôte, qui est la plante aussi. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a une maladie qui peut arriver. Donc, essentiellement, ben, c'est que plus on a d'informations, mieux on est capable de juger de ces trois facteurs-là. Donc, les modèles prévisionnels nous permettent, entre autres, de juger des conditions propices environnementales, les capteurs de sport, de voir la présence ou l'absence de l'agent pathogène. Et puis là, on peut mettre ça avec des différentes caractéristiques agronomiques là, sur les stands du cultivar, physiologie de la plante aussi, là, pour mettre ça en relation. Vous remarquerez que j'ai pas mis les cercles complètement, qui recouvrent complètement parce qu'on n'a jamais une information qui est parfaite non plus pour prendre des décisions. C'est toujours une information qui est partielle, mais plus on a d'informations, mieux on est capable de prendre cette décision-là. Donc, en prévention, les modèles prévisionnels et les capteurs de sport peuvent être des bons outils pour intervenir avant ou au début de l'infection. En réaction, mais ça permet de mieux planifier les interventions. Les modèles permettent d'estimer la période où la culture est protégée, certains modèles. Et les capteurs de sport, mais ça peut aider aussi à voir les intervalles entre les traitements là, en fonction de la sporulation qui est mesurée. Au niveau et je vais répéter un peu aussi, je ne vais pas répéter, mais je vais mettre l'emphase sur le dépistage. Si on utilise à la fois les modèles ou les capteurs de sport, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de dépistage. Le dépistage, c'est un incontournable. Il faut pouvoir observer les infections qui sont présentes parce que c'est pas un filet qui a des mailles qui sont nécessairement extrêmement petites, là. Il y a des choses qui peuvent passer aussi, des fois qu'on peut ne pas voir venir. Et donc aussi, ça permet aussi de faire une rétroaction puis de corriger le processus décisionnel, le cas échéant aussi, si on voit qu'il y a des symptômes qui sont développés malgré ce que les données soit de captage de sport ou des modèles nous donnaient. Ça nous permet quand même de mieux intervenir, mais pas d'éliminer de risques, là. Donc, il y a encore peu d'outils efficaces pour la gestion du milieu. Donc, ça ne veut pas dire que si on utilise des modèles prévisionnels des capteurs de sport qu'il n'y aura pas des infections, puis qu'il ne peut pas avoir des pertes de contrôle non plus là, au niveau du milieu, là, compte tenu que c'est une bête qui est assez agressive.
Donc, pourquoi utiliser ces outils? Ben, c'est principalement pour cibler les traitements pour augmenter leur efficacité, là. Donc, c'est vraiment le but premier d'utiliser les modèles prévisionnels et les capteurs de sport. On veut diminuer les traitements inutiles autant que possible aussi, à la fois pour l'environnement, la santé de la population et des travailleurs aussi, développement et diminuer le développement aussi de résistance aux produits phytosanitaires. Donc, si on est capable de couper des arrosages aussi, il y a un peu moins de pression pour le développement de résistance sur les populations qui sont présentes. Et économique aussi. Donc, si on est capable de diminuer les traitements, mais d'augmenter les rendements, ben même si ces outils-là ont quand même un coût, ben, au final, il peut quand même avoir des gains économiques. Il faut bien connaître les limitations de l'information donnée par ces systèmes, là. J'espère que je vous ai éclairé aujourd'hui un peu plus. Il y a quand même beaucoup de paramètres qui vont influencer la qualité de l'information aussi. Et donc, ma petite conclusion, essentiellement, prendre des décisions pour plus éclairer, ben, si on a plus d'informations, meilleure est la prise de décision. Par contre, plus on a d'informations, ben, plus c'est complexe de prendre une décision aussi. Fait qu'il faut se laisser le temps d'apprivoiser ces outils-là aussi, de faire de la rétroaction, puis de pouvoir les utiliser à leur meilleur potentiel.